Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres, 2 Cozy Mystery qui se passent ailleurs que dans les lieux habituels dans ces séries de Cozy Mystery et 2 livres contemporains. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, les 4 livres dont je vais vous parler, ils m'ont un petit peu amusée parce que j'avais préparé ma pile bien avant d'enregistrer. Et en fait, ma pile était comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Ouais, était comme ça. Donc, je voyais dos jaune, dos marron jaune, dos jaune orangé, et je voyais la couverture de celui-ci qui était dans les mêmes teintes. C'était une pile d'automne incroyable, même si autant là, donc la couverture est dans ces teintes, la couverture est dans ces teintes, la couverture est dans ces teintes, mais alors là, pas du tout. Donc, si je reprends un petit peu plus précisément les livres dont je vais vous parler, il y aura donc La Jurée de Claire Géano. Nous aurons Son espionne royale, le dernier tome de ce Cozy Mystery, dernier tome sorti. On aura L'Hôtel Nantucket, mon premier livre d'Hélène Hilderbrand, et puis le 8e tome des Thé meurtriers d'Oxford. Et je commence avec La Jurée. C'est un livre que j'avais très hâte de lire, ce premier livre de Claire Géano, que j'avais déjà vu dans des événements, notamment parce qu'elle s'entend très bien avec Anne-Yaël Lyon. Et voilà, là, je voulais vraiment la découvrir en tant qu'autrice. Ce livre, du coup, j'en avais beaucoup entendu parler lorsqu'il est sorti en grand format. J'en avais également entendu parler puisque moi, cette année, je faisais partie du jury pour le prix HarperCollins Poche catégorie polar. Et ce livre a gagné le prix HarperCollins Poche catégorie littérature. Voilà. En face de Karine Giebel. Donc à la remise des prix, eh bien voilà, c'était la remise des prix pour les 2 catégories. Et donc il y avait La Jurée. Donc tout ça, ça a vraiment titillé ma curiosité, même si je l'ai reçu en service de presse avant qu'il soit vainqueur en fait. Mais voilà, tout ça, ça m'attirait. Donc, quand un livre m'attire, j'ai tendance à être... plus un livre m'attire et plus j'ai peur en fait. À la fois, ça me donne très envie, très hâte, et en même temps, mes attentes ont doublé quoi. Donc voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Déjà, l'écriture. L'écriture de Claire Géano m'a beaucoup plu. On a des passages poétiques qui sont vraiment un régal à lire. Son écriture, elle est fluide, mais elle est fluide, elle est rythmée, mais elle est très belle. Et en fait, elle nous prouve que c'est possible de faire les deux. C'est possible d'avoir une belle écriture, soignée, agréable à lire, avec des passages qui font réfléchir, etc. Tout en ayant un livre qui ne perd pas son rythme, en fait, et qu'on a envie de dévorer parce qu'on est pris dans l'intrigue. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. L'intrigue, justement, elle est captivante. On va partir dans l'univers de la justice. Avec un titre comme ça, on peut s'en douter. On suit Anna qui devient jurée aux assises. Et donc, bah, on va la suivre dans cette expérience, dans cette expérience particulière, rare. J'avais lu le dernier livre d'Isabelle Lagarrigue, donc le sujet, je l'ai déjà lu. Même s'il n'est pas abordé du tout de la même façon et on n'est pas du tout sur des histoires identiques, hein, absolument pas. Enfin non, ça n'a rien à voir. Mais du coup, j'ai déjà lu récemment ce sujet-là. Et en fait, l'expérience d'Anna, en tant que jurée d'assises, va prendre un écho dans ce qu'elle a vécu et dans ce qu'elle vit dans sa vie personnelle. Et ce que je pensais être un livre principalement sur un personnage qui est devenu un juré d'assises, eh bien, va prendre une dimension supplémentaire avec cette partie vie personnelle d'Anna. Du coup, c'est hyper fort, c'est hyper puissant et c'est hyper complet. On a une histoire qui vraiment est très riche, très riche. Donc, on va avancer sur les 2 en parallèle. On va avoir
Anna en tant que jurée d'assises, et puis il y a des choses dans son passé qui sont pas tout à fait résolues, des choses compliquées aussi, et en fait, grâce à son expérience de jurée d'assises quelque part, eh bien ça va permettre de débloquer certaines choses aussi. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle vit dans sa vie personnelle, ce sont, et ce qu'il va y avoir, ce qui va se passer, ce que vous allez découvrir, ce retournement de situation où vous allez être « Oh, c'est dingue !» C'est un sujet qui me passionne énormément en fait. Donc bien sûr, je ne vous révèle rien, mais je trouve que c'est fascinant. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup, on est pris dans l'histoire personnelle d'Anna, avec ce retournement de situation. On est pris par son expérience en tant que jurée d'assises, on apprend des choses, on se met à sa place. Elle se retrouve à devoir participer au jugement de deux personnes, un couple qui aurait ou non tué la tante de l'homme du couple par empoisonnement. Donc ça, c'est aussi prenant. Mais en plus de ça, vous allez réfléchir sur ce fameux sujet. Alors, il n'est pas dévoilé tout de suite. Hein. L'intérêt, c'est que ce soit dévoilé plus tard. Il faut déjà apprendre à connaître les personnages, voir ce qui va se passer et tout. Mais ça fait vraiment réfléchir, je trouve. Et du coup, même une fois qu'on a refermé le livre, il reste quelque chose parce que en se disant « Ah là là, c'est vraiment possible ». Et en même temps, c'est fascinant et en même temps, ça fait peur. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous dis, je trouve que c'est complet. Je trouve que l'autrice arrive à nous montrer que qu'on peut vraiment cumuler une belle écriture et un bon rythme et un retournement de situation. À chaque fois, je vous dis, oh, j'ai lu tel livre comme un polar, j'ai lu tel livre comme un polar. Je peux pas vous faire le coup à chaque fois, mais franchement... quand on aime les polars, je pense qu'on peut que aimer la jurée avec cette dimension supplémentaire d'écriture très poétique. Je dis pas que l'écriture dans les polars, elle est pas bien. Enfin, sinon, je peux pas critiquer ça. J'adore les polars. Je lis principalement ce genre-là. Mais elle est pas systématiquement poétique non plus. Et là, c'est le cas avec des petits clins d'œil, des petites choses, vous savez... c'est en général des citations que j'aime bien relever, des petites choses qui sont dites comme ça, l'air de rien, et en fait qui font tellement écho à ce qu'on peut vivre au quotidien, des choses qu'on pense au plus profond de nous-mêmes et on n'exprime pas de mots dessus parce qu'on se dit oh ça sert à rien, voilà c'est moi intérieurement je pense ça ou je fonctionne comme ça, et là en fait tout ça c'est ressorti et c'est dit avec des mots et des jolis mots en plus, et du coup ça fait totalement écho. Enfin j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Donc je suivrai Claire Géano avec grand intérêt. Je poursuis avec le 13e tome de Son espionne royale de Rhys Bowen. Et c'est le dernier sorti. Ça veut dire que je suis à jour dans cette série. Oh, je suis contente. Alors, ce tome a pour titre « Amour et mort parmi les léopards ». Et on va suivre Georgie comme d'habitude. Alors cette série de Cozy Mystery, je vous en parle pas mal en ce moment parce que j'ai fait un petit rattrapage quand même de la série. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, qui est originale parce qu'elle se passe dans les années 1930-1935 au Royaume-Uni. Et en fait, son espionne royale, eh bien, c'est pour désigner Georgie. Georgie, c'est le personnage principal, elle est assez jeune. Elle est très attachante, elle raconte en plus l'histoire à la première personne, donc moi j'aime beaucoup, ça aide justement à s'attacher à elle, puisqu'on va vivre toutes ces histoires, toutes ces enquêtes à travers son regard. Elle est descendante du trône britannique, mais elle est à la 30 et quelques place, et donc bon, elle vise pas trop le trône si vous voulez. Elle a conscience que c'est pas pour elle. Mais ça a l'avantage de lui ouvrir certaines portes et d'avoir un sacré carnet d'adresses. Et puis quand les gens savent que elle a tout à fait un lien avec le roi et la reine actuelle, avec la reine Victoria, tout de suite il y a une sorte de respect si vous voulez. Et puis voilà, il faut voir qui elle côtoie aussi. Et en même temps,
elle est tellement éloignée dans la succession au trône que ça ne garantit pas qu'elle ait un confort de vie incroyable. Et c'est justement l'un des soucis, c'est qu'elle ne croule pas sous l'argent et que même c'est globalement assez difficile pour elle financièrement. Voilà, donc elle trouve toujours des astuces et tout. On a plusieurs personnages secondaires qu'on voit régulièrement. Il y a notamment sa mère, qui est très particulière. Il y a sa meilleure amie, qui est très particulière. Il y a sa femme de chambre, qu'on voit pas tout de suite dans la série, mais dont on fait connaissance par la suite, qui est particulière. Il y a sa belle-sœur. Oh là 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 là, sa belle-sœur. Une peste finie, et qui en même temps d'une incroyable jalousie envers Georgie par rapport à ses liens avec, avec le roi et la reine. Une sacrée peste quand même. Les autres personnages dont je vous ai parlé, ils sont pas méchants. Ils sont particuliers. Ils sont particuliers, mais ils sont pas méchants. Ah, sa belle-sœur. Voilà. Hein. Et puis il y a Darcy, qui est un personnage qu'on voit pas souvent, mais qu'on commence vite à apprécier, et dans ce tome on le voit davantage pour certaines raisons. Voilà, faudra lire la série pour découvrir pourquoi. Le 13e tome, je vais pas vous faire un résumé complet de ce tome-là, ça vous spoilerait énormément les 12 premiers tomes. Ce qui est original dans celui-ci, c'est qu'en fait, ils partent au Kenya. Donc, habituellement, c'est une série qui se passe à Londres, ou en Angleterre, ou en Écosse, mais voilà, on n'est pas très loin. Là, ils partent au Kenya. On est en 1935. On est en 1935. Il y a une petite note de l'auteur au début pour expliquer qu'elle a essayé de reconstituer au maximum le contexte de l'époque, mais qu'il ne faut pas oublier que des Britanniques qui partent au Kenya, c'est particulier dans l'attitude des Britanniques, la façon dont ils vont parler, la façon dont ils vont parler des habitants au Kenya, la façon dont ils vont les considérer, dont ils vont les utiliser. Voilà, donc ça peut être choquant. À la limite, j'ai envie de dire tant mieux. S'il n'y a rien qui vous choque, c'est pas normal, mais c'est à remettre dans le contexte de l'époque, et on ne peut qu'apprécier que tout ça ait évolué. C'est original justement de partir au Kenya, c'est une série qui ne s'essouffle pas, et ce tome le prouve encore plus avec ce petit coup de peps où voilà, on part des pays habituels et de la zone habituelle de l'intrigue, et on va au Kenya. En même temps, c'est pas forcément un pays qui m'attire, donc je savais pas trop ce que ça allait donner, encore plus à cette période-là où voilà, je savais pas ce que ça allait donner. Je craignais d'être assez en colère sur certaines choses. Et en fin de compte, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans cette série. C'est une bonne série de Cozy Mystery. La partie enquête, elle est bien aussi, hein. Et Cozy Mystery, vous savez, il y a toujours une partie cosy. Et là, c'est tellement bien incarné avec Georgie, qui a un lien avec la reine. On la voit de temps en temps, et là, on la voit en l'occurrence. La reine, des fois, elle lui donne des petites missions. Et puis, il y a un fort contexte historique. Alors, 1930, 1935, on pense au contexte européen, au global. Mais il se joue quelque chose aussi côté Angleterre. Je sais pas si vous connaissez l'histoire royale. Bon, j'ai pas non plus une immense connaissance. En même temps, il y avait une série sur Netflix, même si je ne regarde pas du tout les séries, mais qui ont peut-être permis à certains d'en savoir plus. Mais bon, quand Élisabeth est montée sur le trône, parce que son père y était, mais son père y était, et il n'aurait pas dû l'être si s'était pas passé quelque chose. Et donc, si son frère aîné n'avait pas renoncé au trône. Et on n'y est pas encore, en fait. On n'y est pas encore. On voit que, justement, le fameux fils du roi et de la reine de l'époque, le fils aîné... en même temps, le second fils est souvent abordé, pas d'une façon très, comment dire, gentille ou très bienveillante, hein. Et Élisabeth aussi, la petite Élisabeth. Donc c'est drôle, mais on voit déjà une inquiétude du roi et de la reine sur les fréquentations de leur fils aîné, qui se retrouve toujours pas loin d'une actrice qu'elle est dans l'ombre, et puis qui est déjà mariée. Enfin, elle a une situation pas très claire, et donc c'est un peu
La reine demande régulièrement à Georgie d'aller à tel endroit pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. Et on va y arriver petit à petit, là, on y arrive petit à petit. Donc ça, c'est intéressant sur le contexte historique. Mais voilà, dans les Cozy Mystery, on a la partie cosy qui est hyper bien incarnée par quand Georgie prend son thé avec la reine, on ne peut pas le faire plus cosy. Enfin, cosy en même temps, vous mettez quoi dans cosy? Parce que des fois, cosy, il y a un côté confortable qui peut être plaid et chocolat chaud et habillé en jogging confortable, quoi. Soit il y a le côté très chic et très... ça dépend. C'est vrai que j'aurais tendance à vous dire que là, c'est hyper cosy par ça. Et puis si je vous parle des enquêtes d'Anna Svensson ou des thés meurtriers d'Oxford, je vous dirais c'est hyper cosy parce qu'on est dans un salon de thé, que c'est hyper cocooning, agréable, chaleureux. Alors que peut-être que prendre le thé avec la reine, c'est parce qu'on pourrait dire comme c'est hyper chaleureux. Mais bon, en tout cas, le côté cosy, je coche quand même la case par rapport à cette ambiance-là. Et le côté mystery, il est très chouette. Georgie, elle a un petit don pour résoudre les enquêtes. Elle a déjà, à la base, la malchance de tomber tout le temps sur des morts, mais elle arrive à bien s'en sortir. Elle n'a pas froid aux yeux, ce qui étonne souvent les gens dans son entourage parce qu'ils sont toujours surpris que elle n'ait pas froid aux yeux pour une femme à cette époque-là, à cet âge-là, et que voilà, voir un cadavre par terre, c'est pas pour une femme. Une femme va pas parler de sang, etc. Et donc il y a toujours une petite surprise en disant ah oui vraiment, donc oui, Georgie elle a déjà résolu tes énigmes, oui. Ah, il fallait lire les tomes précédents. non, mais il y a toujours ce petit côté-là chez les personnages qui est assez rigolo. Et donc là, ça se passe au Kenya, et en fait, tout ce que j'apprécie, eh bien, est transposé au Kenya. Donc effectivement, il y a ce contexte qui fait que, eh bien, en plus, ça va. Je trouve que la façon dont certains personnages vont traiter leurs domestiques va permettre d'en savoir plus sur la personnalité de ces personnages. Et donc, ils vont nous être très vite antipathiques. Et ça, c'est assez intéressant de jouer sur ce mépris, sur le mépris de certains, pour la population locale, en fait, quelque part. Hein, et ouais, en fait, c'est choquant. et donc, voilà, c'est assez intéressant d'avoir ça. Donc, tout est comme décalé de plusieurs centaines, milliers de kilomètres, mais derrière, on va quand même avoir, Georgie elle va être invitée à des soirées, mais ça va pas être chez n'importe qui. En plus, elle est à la base au Kenya pour une raison particulière, donc ce sera encore moins chez n'importe qui. Et puis on va se retrouver avec un meurtre un peu en huis clos et tout, donc voilà, en fait, le contexte, enfin le lieu est totalement différent. Du coup, ça montre que la série se renouvelle. On se retrouve avec des personnages qu'on définit par leur mépris ou non de la population locale. Tout ça, c'est lié justement au lieu. Donc, tout ça est assez changeant pour cette série. Ça permet, comme je disais, à la série de se renouveler et tout. Et en même temps, tout ce qu'on apprécie dans les enquêtes habituelles, dans ce Cozy Mystery, on le retrouve et en plus la vie personnelle de Georgie évolue et en plus le contexte historique évolue, que ce soit au niveau de l'Europe, donc Hitler est souvent cité. Il y a aussi les personnages qui disent « Ah mais vous inquiétez pas, Hitler, inoffensif quoi, il fera de mal à personne ». Et en même temps, il a peut-être pas tort, on a des personnages comme ça. Et puis, on a aussi contexte historique qui avance sur eh bien, ce qui est en train de se passer au niveau du trône d'Angleterre et qui est une période assez intéressante par rapport à ça. Voilà. J'espère que si vous n'avez pas encore découvert la série, ça vous convainc. Elle est trop bien. Voilà, elle est trop bien comme série. Et moi, je suis ravie d'être à jour. Voilà. Je poursuis avec ma découverte d'Elin Hilderbrand. Vous le savez, je lis beaucoup, je lis vraiment beaucoup, j'ai lu 300 livres l'année dernière, là je suis à plus de 200 livres depuis le début de l'année, je lis beaucoup parce que j'aime ça, parce que je m'organise pour, je travaille à temps plein maintenant, à côté, un travail qui me plaît et tout ça, mais je me suis organisée dans mes loisirs, dans mon temps libre pour consacrer
ça uniquement à la lecture. Donc je ne regarde pas la télé, je regarde pas de séries, je ne fais pas de sport, voilà. Tout est vraiment centré sur la lecture. Au lieu d'avoir 50 activités, j'en ai qu'une. Enfin, en réalité, j'en ai deux puisque je lis et je tricote en même temps, mais voilà. Donc voilà, ça, vous le savez sûrement ou pas, ou je vous l'apprends. Mais en fait, si je commence comme ça, si j'introduis cette chronique de cette façon-là, c'est parce que, pour certains, comme je lis beaucoup, je connais quasiment tous les auteurs, j'ai quasiment tout lu, voilà. Faux. Ce n'est pas possible. Là, il y a eu plus de 400 livres qui sont sortis à la rentrée littéraire du mois d'août, là, d'août-septembre. Et vraiment, des livres tamponnés rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui mettent dans le truc le Mélissa d'Acosta, qui est sorti une semaine avant la rentrée littéraire Albin Michel, ou qui tentent de mettre d'autres livres qui sortent en septembre dans la rentrée littéraire. Non, 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 non. Côté Albin Michel, la rentrée littéraire, elle a été très claire, elle a été présentée début juin à la Maison de l'Amérique latine. Je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet cet été. Donc il y a juste 400 livres que sur ce qui est tamponné rentrée littéraire. Ça ne prend pas, ce chiffre n'est absolument pas le nombre de livres sortis cette année, qui est bien plus important. Et donc si chaque année on a autant de livres qui sortent, vous imaginez bien qu'en lisant 300 livres dans l'année, je suis pas du tout à jour. Puis moi qui m'amuse à lire des Agatha Christie qui sont sortis il y a 100 ans, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, comme je vous dis, il y a toujours certains qui sont étonnés en disant « Mais t'as pas lu ?» Ben non, j'ai pas lu cet auteur et je le découvre. Alors, c'est chouette aussi parce que justement, peut-être que d'un côté, grâce à mes vidéos, vous découvrez peut-être des auteurs et si c'est le cas, mais moi ça me fait super plaisir, enfin je suis trop contente. Et à l'inverse, il y a peut-être des auteurs dont je vous parle que vous connaissez depuis super longtemps et vous vous dites « Mais moi je connais cet auteur et j'ai déjà lu ce livre et voilà. » Peut-être que justement c'est le cas avec Elin Hilderbrand que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais lu, mais ça me tentait et donc je l'ai découverte et j'ai beaucoup aimé et ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être moins léger, moins humoristique. Je m'attendais à ce que ce soit... en fait, quand je vois cette couverture, alors certes, on est sur un transat, la mer, une femme avec des lunettes de soleil, ok. Donc, plutôt couverture estivale, on est d'accord, moi je vous présente ça. Ou alors, je ne sais pas si cette vidéo sortira alors que l'automne est officiellement passé, mais en tout cas, côté météo, on y est. Et puis, j'ai déjà des petites citrouilles. Ah, mais vous les voyez pas. Une petite citrouille... Non. Bon, il y a un petit champignon, mais vous le voyez pas, il est tout flou. Et donc c'est un petit peu hors saison. Mais en fait, quand je vois ça, moi, j'ai plutôt l'impression de partir dans les années 1960, d'avoir presque une ancienne série, un ancien feuilleton à la télé. Et donc, je vais partir sur une histoire peut-être un peu plus grave, je sais pas, de couple avec une trahison, d'un secret de famille, et oui, un ton plus grave, plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. Moi, je ne peux juger qu'un livre. Je ne juge un livre que sur son titre, sur éventuellement le nom de l'auteur, éventuellement la maison d'édition. Enfin, ça peut me donner 2-3 infos, quoique les maisons d'édition proposent quand même une sacrée variété de livres. Et la couverture, puisque je ne lis rien de la 4e. Voilà. Donc, voilà un peu l'idée que je m'en faisais. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est plus léger, c'est plus frais que ce à quoi je m'attendais, sans être vide. Alors déjà vide, l'intérieur ne l'est pas. Les pages, elles sont super remplies. Voilà, c'est dense, hein. C'est vraiment dense. Ce qui fait que moi qui suis habituée à compter le nombre de pages que je lis, là, je peux vous dire que j'étais pas à 20 pages par quart d'heure, hein. Là... globalement, c'était pas... il fallait un petit peu de temps. Il n'y a pas tant de dialogue que ça. C'est assez dense. Mais c'est prenant, en fait. C'est prenant. Et pourquoi c'est prenant? Bah, je sais pas. Parce qu'on s'intéresse, on a envie de savoir. En même temps, elle titille notre curiosité. En fait, là, l'hôtel Nantucket, eh bien, on va suivre les employés et les clients de cet hôtel. C'est davantage les employés que les clients. Et en fait, c'est un nouvel hôtel.
oui, on dit ça plutôt, un nouvel hôtel. C'est un nouvel hôtel. On va suivre Lisbeth qui a été recrutée pour être responsable de cet hôtel. Elle a jamais vu le propriétaire, il fait tout ça à distance, etc. Donc il est devenu propriétaire de l'hôtel. Il a déjà de l'expérience en fait en la matière. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que son hôtel soit numéro 1. Et puis en fait, il y a une critique assez connue sur les réseaux sociaux. Une critique d'hôtel en fait, une femme qui passe dans les différents hôtels et puis sans dire qui elle est, etc. Elle se fait un avis et puis ensuite elle note les hôtels et puis le Graal c'est de faire partie, je sais plus quel est le nom exact, mais faire partie de ses coups de cœur, et elle annonce ça à un certain moment dans le mois et tout, puis voilà. Le Graal, c'est d'obtenir en fait le fait d'être coup de cœur de cette personne-là. Donc ça, direct, c'est l'objectif du propriétaire. Donc le propriétaire le dit, il communique à la directrice qui l'a engagée. La directrice, elle connaît le lieu parce qu'elle-même, elle travaillait dans un restaurant avec son mari, ils étaient mariés, ou son petit ami, mais de longue date, enfin voilà, qui l'a trahi. Et donc elle repart à zéro, et puis justement c'est l'occasion parfaite. Elle va constituer son équipe, donc elle va devoir recruter des personnes pour faire le ménage dans les chambres, mais plusieurs personnes et quelqu'un qui va chapeauter ça. Elle va devoir avoir des personnes côté réception, donc pareil, elle va avoir des réceptionnistes et quelqu'un qui va chapeauter ça. Voilà, elle va avoir besoin comme ça de son équipe, quelqu'un qui va... je sais pas comment on appelle ça, enfin quelqu'un qui va mettre les bagages dans les chambres, enfin voilà. Elle a besoin de tout le personnel pour avoir vraiment un hôtel de luxe. Elle aura également un cuisinier, mais ça, le cuisinier, c'est le propriétaire qui s'est occupé de le recruter. J'espère que je vous dis pas n'importe quoi, parce que je l'ai pas terminé hier non plus, ça date un peu, mais il me semble que c'était ça. Et voilà, donc l'objectif, c'est de faire de cet hôtel un hôtel parfait, irréprochable et tout. Et à côté de ça, on peut faire le maximum. On peut vraiment essayer de tout organiser, de tout borner, tout maîtriser, etc. Il y a quand même des trucs qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Déjà parce que Lisbeth, elle a recruté ce qu'elle espérait être l'équipe parfaite, mais elle ne connaît pas totalement ses collaborateurs. Comme tout le monde, elle fait un entretien, elle vérifie les recommandations. Bah ouais, mais il y a des personnes qui ont un petit peu, on va dire, floué l'ensemble. Ils sont passés un petit peu entre les mailles du filet et ont réussi à donner une image d'eux qui est totalement fausse. Donc ça, va falloir faire avec. Et puis les clients, bah oui, mais c'est bien les clients, mais il faut réussir à les maîtriser entre eux. Et puis en fait, si cette fameuse influenceuse hôtel là, si elle est à l'hôtel à ce moment-là, alors qu'il y a un client pénible et qu'on a juste envie de lui dire « vous êtes pénible, fichez-moi la paix », ça fait quoi par rapport à cette fameuse influenceuse dont ils attendent désespérément un article élogieux sur leur hôtel? Voilà, donc c'est tout ça en fait qu'on va retrouver. Et moi j'ai vachement aimé cette ambiance en fait. C'était, enfin j'étais bien en fait dans cet hôtel. Il y a des petites histoires et tout, mais en fait on a pas mal de personnages, on s'y perd pas parce que à force, je veux dire, les employés, en plus vous les voyez en entretien, vous apprenez, enfin du coup, je n'ai pas été perdue. Mais il y a quand même un certain nombre de personnages dans l'hôtel et en fait, chacun va avoir sa vie privée et puis on va sentir que chacun va avoir des petites choses cachées et on va les découvrir. Mais en fait, c'est très bien fait parce que on peut être frustré, vous savez, mais c'est même comme dans un polar, on est frustré parce qu'on veut savoir qui est le meurtrier, puis on avance, on veut savoir la fin, on veut savoir la fin. Donc là, on peut être frustré parce qu'on a ses secrets, puis elle nous titille en nous disant « Ah, puis tel personnage, il peut pas lui dire que sa vie est comme ça, blablabla. Et oui, et nous, on veut savoir. » Enfin, donc en fait, il y a vraiment ce truc de un petit peu de suspense sur chaque personnage, mais en même temps, l'autrice nous révèle des choses au fur et à mesure.
c'est très très bien fait. Je trouve ça très chouette. C'est comme si, je sais pas, je sais pas combien il y a de pages, enfin je dis ça au pif, mais là sur 400 pages, c'est comme si vous aviez, l'autrice commence à vous parler d'un secret, commence à titiller votre curiosité sur ça, et puis elle ne vous le dévoile que 150 pages après. Mais en fait, elle commence à nous titiller à la page 30, à la page 80, à la page 110, à la page 200, enfin... Et donc, ça veut dire que tout au long du livre, on est tout le temps en train de se dire « Mais ça, je le sais pas. Ah, mais c'est vrai que ça, je le sais pas. Ah, mais c'est vrai que je le sais pas. Ah, je suis contente, je sais ça. Ah, je suis contente, je sais ça. Mais ça, je le sais pas. » Et en fait, c'est que ça. Donc, c'est très rythmé. C'est très chouette, en fait. J'ai pas souvent cette impression-là, mais là, je trouve que c'est super bien dosé. Parce que au final, on est frustré de pas savoir et on est heureux de savoir. Frustré, heureux, puis elle joue comme ça, c'est trop chouette. Révélation géniale sur un sujet, sur la fin du livre. Voilà, bon, il y a d'autres révélations, comme je vous le dis, bien sûr, hein, puisqu'on est tout au long du livre, on est alimenté comme ça, mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a un personnage qui s'appelle Magda, donc ça, c'était très chouette. Par contre, il y a eu des petits soucis puisque je pense qu'une fois sur 3 c'était écrit Madga, et pour m'appeler Magdalena, je peux vous dire que quand les gens tapent trop vite et écrivent Madgalena ou alors rajoutent un A, Magadalena, donc c'était compliqué des fois pour moi de lire ce livre et de voir Madga. Voilà. Bon, c'est un détail, c'est un détail. Je sais pas si je vais réussir à le trouver en plus. Je vous dis, c'est écrit une fois sur 3. Mais franchement, je pense que je suis pas loin. Mais ouais, ça c'était dommage. C'est le seul point négatif, mais j'ai envie de vous dire que si vous ne vous appelez pas Magda ou si vous vous appelez pas Magdalena, il n'y aura pas de souci. Donc ça devrait aller. Je vais pas retrouver. Voilà, moi le seul truc qui m'a titillé, c'est ça. Donc qui est quand même quelque chose de très 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 personnel lié à mon prénom qui est quand même peu répandu. Mais voilà, très très bien, j'ai vraiment envie d'en lire d'autres, c'est frais, c'est agréable à lire. Donc c'est plus frais, plus agréable à lire que ce que je vous disais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un feel good? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des livres, je pense à des livres de Sophie Kinsella qui sont vraiment beaucoup plus peps et joie de vivre et tout. Et quand je dis ça, je ne critique pas les livres de Sophie Kinsella qui m'ont fait tellement de bien à certaines périodes. J'ai lu le Burnout il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé. Donc ce n'est pas une critique, chacun lit ce qu'il veut. Mais c'est juste que c'est juste pour essayer de réussir à vous doser le livre. C'est plus frais, plus agréable, moins grave que ce à quoi je m'attendais. C'est pas vide comme livre, hein, voilà. Et je termine avec le 8e tome d'été meurtrier d'Oxford, Advienne que mourra. Ah bah tiens, je suis en train de remarquer quelque chose, dans Advienne que mourra, il y a Vienne. Et comme le tome de Son espionne royale que je vous présentais tout à l'heure, eh bien cette série se renouvelle parce que dans ce tome-là, nous ne sommes pas à Oxford comme d'habitude, nous sommes à Vienne. Et du coup, j'ai envie d'aller à Vienne. Les couvertures, elles sont toujours très très belles. Moi, la version que j'ai, c'est pas celle chez City, c'est celle auto-éditée. J'avais été contactée bien avant que la série sorte chez City par la traductrice qui m'a permis d'avoir un certain nombre de livres en service presse, mais pas en service de presse, mais pas tous. En l'occurrence, celui-ci, c'est Isabelle d'Isabelle Lecture qui me l'a offert et je la remercie. Les couvertures, elles ont toujours été comme ça. Pour City, ils les ont conservées et c'est tant mieux parce que c'est vraiment l'un des points forts, je trouve, de cette série. Dans cette série, on a Gemma. C'est une série qui est écrite à la première personne. Donc, il y a beaucoup de points communs entre les deux séries de Cozy Mystery dont je vous parle. C'est une série écrite à la première personne, on s'attache vite à Gemma. Elle a un passé original avant de s'installer à côté d'Oxford pour ouvrir son salon de thé. Il y a des personnages récurrents qu'on apprend à connaître, notamment les vieilles chouettes, qui sont des personnes âgées hyper dynamiques et elles sont convaincues déjà elles croient énormément en Gemma. Pour elles, Gemma peut tout résoudre. Et
elles sont toujours prêtes à lui donner un coup de pouce. Ce qu'elles font, selon leurs critères. Mais selon les critères de n'importe qui, c'est pas un coup de pouce qui est donné, c'est plutôt un caillou dans la chaussure, un énorme obstacle, une situation gênante, et Gemma doit essayer à chaque fois de se tirer de cette situation. Et voilà, bon, elles sont vraiment âgées, hein, les vieilles chouettes, donc elle essaye aussi de les protéger et tout, mais c'est vrai que des fois, elles se mettent dans des situations très délicates à gérer. Et donc là, ces vieilles chouettes, elles partent, c'est comme ça qu'elles les appellent, elles partent avec elles à Vienne. En fait, si elles partent à Vienne, c'est pour quelque chose de positif, hein. C'est parce qu'elles se retrouvent à être sélectionnées pour un prix, ou je crois que c'est ça, sélectionnées pour un prix, où elle doit le recevoir. Et donc voilà, elle part comme ça à Vienne. Et puis, bien entendu, on est dans un cosy mystery, donc qu'est-ce qui va se passer à Vienne? Un meurtre. Et Gemma, elle commence à être habituée à résoudre les meurtres, donc elle y va. Et donc ça va nous permettre de découvrir Vienne, de voir certains personnages qui habitent là-bas, et c'est très agréable du coup, j'ai beaucoup aimé cette ambiance, et voilà, c'est L'été meurtrier d'Oxford, c'est vraiment une série de cosy mystery que j'aime beaucoup. Là ça se passe de nos jours, c'est très frais en fait, c'est agréable à lire, c'est une série qui se lit très vite d'ailleurs, hein. Ça fait partie des tomes qui se lisent les plus vite. J'aime aussi beaucoup la mise en page, avec cette police de caractère qui est très très agréable à lire, et vraiment je passe un très bon moment de lecture. C'est à chaque fois je ne suis pas déçue. Je trouve que, comme je vous dis, la série se renouvelle, c'est très agréable. Elle a des petits points communs avec la série des enquêtes d'Anna Svensson, mais des petits points communs qui me gênent pas plus que ça et qui ne m'empêchent pas de beaucoup apprécier les deux séries. Voilà. Il y a des points communs, oui, plutôt sur du contexte, mais c'est pas comme les séries Friends et How I Met Your Mother. Moi, je suis une archi fan de Friends, je pense que vous le savez. Sur chaque épisode de How I Met Your Mother, je pouvais vous dire à quel épisode de Friends cet épisode ressemblait. Voilà. Après, ouais, c'est deux séries différentes, les personnages sont différents, certes, mais là, j'ai pas du tout ça, en fait. Quand je lis un tome d'été meurtrier d'Oxford, je suis pas en train de me dire l'intrigue, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à cette intrigue dans les enquêtes d'Anna Svensson. Non, mais après, oui, le personnage principal travaille dans un salon de thé, alors soit est propriétaire du salon de thé, soit fait de la pâtisserie et des cookies et tout. Voilà. Oui, le personnage principal, c'est une femme qui a un chat. Oui, il y a une mère, mais bon, qui est plus... Moi, si elles ont peut-être des points communs. Enfin, en tout cas, elles espèrent que leur fille va se caser. La fille peut se caser avec un policier ou avec un médecin. Mais c'est pas tiraillé de la même façon dans les deux séries. Mais bon, c'est vrai, oui, il y a des points communs. Mais derrière, ces points communs vont représenter un tout petit pourcentage du livre, et le plus important, ça va être l'intrigue. Et même, on est dans une série. Donc moi, ce que je vous dis, ce que j'adore dans les séries, c'est le fil rouge, en fait. C'est la vie privée des personnages qui évoluent. Et cette vie privée, elle n'est pas conforme, strictement identique entre les deux séries. Voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment celle-ci, parce que, et je vous conseille aussi les enquêtes d'Anna Svensson, parce que les deux séries sont géniales. Je pense que si vous aimez l'une, vous aimerez l'autre. Vous trouverez certainement des points communs, mais quand on aime bien, on s'attache à ce qui est différent. Voilà, allez, c'était le tome 8 d'été meurtrier d'Oxford. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, c'est vrai que c'était une vidéo sur des livres que j'ai lus, enfin, une partie des livres que j'ai lus cet été. Donc, petit à petit, on arrivera sur mes lectures d'automne, qui n'ont pas un thème particulier. Je peux pas dire que comme c'est l'automne, je lis un genre particulier. En revanche, il y a des livres que je vais lire pour certaines raisons particulières, et d'autres par simple envie de sortir un livre de ma palle, mais ou parce que j'ai envie de lire une nouveauté. Mais c'est vrai que là, on va arriver petit à petit dans une autre phase, et donc avec des podcasts de lecture qui parleront de livres lus
Eh bien, surtout pas grâce à la superbe météo et surtout pas parce que j'étais au bord d'une piscine. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu ces livres, ces auteurs, ces autrices, parce qu'on n'est que sur des autrices exactement. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt.